Bien, nous allons redémarrer la session suivante, la session 2, qui est consacrée aux expositions. Et pour cela, je vais céder la place de modératrice à Marie-Pierre Rivière. Marie-Pierre Rivière qui travaille au laboratoire de Sophie Antipolis et qui est chef de l'unité santé des abeilles et également adjointe à la responsable du LRUE Santé des abeilles. Marie-Pierre, c'est à toi. Merci. Merci Richard. Bonjour à tous. Eh bien, je suis contente de vous introduire cette session exposition. Donc, nous allons accueillir en premier lieu Thibaut Péloquin. Thibaut est un doctorant de l'Université de Bordeaux. Il est co-encadré par l'ANSES et par l'Université de Bordeaux. Et son travail s'inscrit dans le projet européen H2020 POCHB. Merci Thibaut. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'introduction, Marie-Pierre. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le projet dans lequel s'inscrit ma thèse, qui est le projet POCHB. Donc c'est un projet qui a débuté en 2018, qui s'achèvera en 2023, qui est un consortium de 14 pays européens avec plus de 40 partenaires, qui vise à évaluer, surveiller et réduire les facteurs de stress de santé de l'abeille. Donc à travers six points clés, on va dire. Donc la première qui est la mesure du risque, avec le but de quantifier l'exposition des abeilles domestiques, des abeilles sauvages et des bourdons aux contaminants chimiques dans différents systèmes agricoles, donc au travers de l'Europe. Le deuxième point qui est d'évaluer la toxicité, donc à travers le développement de protocoles qui sont innovants et de nouveaux modèles, pour surveiller la dynamique et pour surveiller les principales substances agrochimiques, qu'elles soient en mélange ou individuelles, sur les communautés d'abeilles. Un troisième point qui serait d'estimer les effets sur la santé, donc à travers une approche qui serait holistique dans son ensemble. Donc c'est un peu ce qu'on a vu avec les premiers travaux ici, à différentes échelles, donc des laboratoires jusqu'à l'échelle du paysage. Comment est-ce que les contaminants chimiques, seuls et en mélange, vont interagir avec les pathogènes et la nutrition et pourraient affecter la santé des abeilles. Ensuite, on développe aussi au sein de POCHB des modèles holistiques de santé de l'abeille basés sur une compréhension des mécanismes qui mènent à la toxicité de ces composés. On fournit aussi des outils et des protocoles de surveillance pour évaluer la santé des abeilles, l'exposition des facteurs de stress. Et enfin, on va essayer de favoriser des politiques et des bonnes pratiques en développant un réseau européen d'échange de connaissances de santé de l'abeille. Donc ça, c'est le cadre de POCHB, qui est le projet européen dans lequel s'inscrit ma thèse. Maintenant, je vais vous présenter rapidement le contexte qui est nécessaire pour comprendre les objectifs de mes travaux de thèse. Puis je vous présenterai l'avancée de mes travaux et je vous présenterai enfin le projet de sciences citoyennes participatives au sein de POCHB, encore une fois, où on a déployé nos échantillonneurs passifs. Donc le contexte et les objectifs. La pollinisation, c'est le transfert du pollen parmi les fleurs et les insectes. Elle permet la reproduction de près de 80% de nos espèces de fleurs dans les climats tempérés. Donc c'est vraiment un service écosystémique très important. Et il est assuré en grande partie par les insectes, par les pollinisateurs, et qui sont soumis à différentes pressions, multiples facteurs qui peuvent être des parasites. Ici, on a une photo avec le varroa, l'utilisation de produits phytosanitaires, les monocultures, donc le changement d'usage des sols éventuellement, et d'autres parasites. Là, on a une photo de colonies infectées par anosema. Donc tous ces facteurs peuvent influencer la santé de l'abeille, puisque les abeilles vont, elles, butiner dans un cercle maximum de 10 km autour de leur ruche, et peuvent se contaminer à travers la nourriture, le pollen ou l'eau qu'elles vont collecter pour la ruche lorsque des produits phytosanitaires sont appliqués sur des cultures ou bien lorsque des apiculteurs vont aussi appliquer des traitements phytosanitaires dans leur ruche. Donc tous ces facteurs peuvent impacter en fait la santé des abeilles à différents niveaux, à la fois de l'individu jusqu'à la colonie. Et in fine, donc c'est notre système de production agricole global, ainsi qu'en fait le maintien de la biodiversité des espèces végétales et
et animale qui peut être menacée par ces expositions. Donc classiquement, pour évaluer l'exposition aux produits phytosanitaires, on prélève des matrices apicoles, donc de type eau, pollen, pain d'abeille, cire ou miel. Mais par contre, on n'a pas de données actuellement sur la présence de pesticides à l'intérieur de l'air de la ruche. Et donc c'est tout l'objet de ma thèse, puisqu'il s'agit d'essayer d'obtenir ces données pour voir s'il n'y a pas, en fait, si la ruche ne pourrait pas agir aussi comme un réservoir de contaminants via la circulation de l'air qui la traverse. Donc classiquement, quand on fait de l'échantillonnage atmosphérique, on va forcer un volume d'air à passer à travers un adsorbant, un média. Mais ce sont des techniques qui sont coûteuses, qui sont invasives aussi pour les ruches et qui requièrent un personnel qui est formé pour l'utilisation de ces machines qui est assez complexe. Et donc ce n'était pas une solution que l'on pouvait envisager pour essayer d'évaluer la contamination en pesticides dans l'air de la ruche. Donc on a pensé, il nous fallait aussi un outil qui soit capable d'évaluer des quantités de pesticides qui sont extrêmement faibles, de l'ordre du picogramme par mètre cube ou du nanogramme par mètre cube dans une matrice qui est très complexe. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, si on transvase ça sur un milieu qui serait l'eau, ce serait détecter 1 grain de sable dans une piscine olympique, pour vous donner un ordre de grandeur. Et enfin, on cherche à évaluer la contamination de ruchers qui sont dispersés partout en Europe, donc il fallait un outil qui soit à la fois très facile d'utilisation, résistant et expédiable pour pouvoir permettre aux apiculteurs de les installer dans leur ruche. Donc on a pensé en fait à un outil qui serait clé en main, qui serait pas trop cher pour pouvoir justement être déployé à grande échelle et miniature pour pouvoir être installé dans les ruches. Donc si je résume, on pense à une solution de type passif, donc un échantillonnage passif atmosphérique qui serait à la fois sensible, sélectif, intégratif dans le temps pour nous permettre d'accumuler des quantités de pesticides à l'intérieur de ce barreau, enfin de ces outils. Donc je vais vous présenter rapidement en quoi est-ce que la chimie analytique, qui est mon domaine d'expertise, on va dire, se met au service de la santé des abeilles. Donc d'abord, on essaie de mettre en place des solutions techniques qui permettent de séparer, d'identifier, de doser des résidus de pesticides à des très faibles concentrations dans des échantillons qui sont complexes. On utilise en général des méthodes qui sont basées sur de la chromatographie liquide et de la chromatographie en phase gazeuse. Donc on développe ces méthodes et on fait de la préparation d'échantillons dans le but de fournir des analyses qui sont à la fois fiables, justes et robustes pour quantifier, comme je vous ai dit, ces quantités de polluants qui sont extrêmement faibles dans l'air. Donc les techniques, comme je vous le disais, les plus classiquement utilisées sont les chromatographies en phase liquide, en phase gazeuse, qui permettent la séparation donc, des composés dans le mélange complexe qu'est l'échantillon. Et on associe ça à un système de détection qui est souvent la spectrométrie de masse en tandem de type triple quadrupole, qui nous permet d'identifier et de quantifier les quantités de polluants. Donc je vais vous expliquer concrètement un petit peu comment ça se passe. C'est un petit peu comme si c'était une étape du Tour de France, où on a tous nos cyclistes qui sont au début de la course, donc c'est l'introduction de l'échantillon dans notre chromatographe, et ils vont se séparer le long de la course, en fonction de leurs différentes performances, de leurs différentes propriétés physico-chimiques. Donc nous, on va apparenter la route... On va apparenter la route à notre colonne. Donc la colonne, c'est ce qui permet la séparation de nos composés. Dans le cadre d'une chromatographie en phase gazeuse, on a une colonne d'une 50aine de mètres enroulée comme celle-ci. Lorsque c'est en phase liquide, c'est des colonnes qui font une dizaine de centimètres. On entraîne nos coureurs à travers ce circuit avec un solvant dans le cas de la chromatographie en phase liquide et un gaz de type hélium lorsque c'est de la chromatographie en phase gazeuse. Donc, in fine, nos composés arrivent séparés dans notre système de détection qui est le spectrométrie de masse en tandem. C'est en fait un compteur d'ions. Donc, dans une première étape, on va ioniser nos composés chimiques pour pouvoir après les détecter. Donc, si je vulgarise un petit peu ça, c'est comme si on essayait d'enregistrer les cris de joie de nos coureurs.
ils ont tous leur même mode ils ont tous une manière propre à eux de célébrer la fin de leur parcours. Et donc nous, c'est ce qu'on cherche à enregistrer. On va d'abord isoler ce cri de joie. Donc ici, je vous ai mis en image l'ion 253 qui correspond à l'amitrase, qui est une des substances utilisées lors du traitement des ruches. Donc on va isoler ce signalement et on va après s'intéresser un peu plus à sa fragmentation, à sa manière de s'éclater en fait. Et donc c'est ce qu'on fait. On va encore une fois fragmenter notre ion pour obtenir la signature en fait de notre coureur qui a terminé son parcours. Et c'est ce qu'on cherche à chaque fois, c'est ce qui nous permet avec assurance d'identifier les composés que l'on détecte dans nos échantillons. Donc on suit des transitions, c'est ce qu'on appelle les transitions, le passage de ce fragment 253 vers les fragments 107 et 163, qui sont tous les trois propres à la molécule de l'amitrase. Donc voilà, je vous ai un petit peu vulgarisé la chimie analytique, qui n'est pas une discipline facile d'accès. Donc je vais vous présenter maintenant les travaux qu'on a effectués dans le but de mon projet de thèse. Donc on a sélectionné des molécules d'intérêt sur des points de vue de pertinence environnementale ainsi que de pertinence en termes de santé de l'abeille. Donc on s'est basé sur la réglementation, on s'est basé sur différentes bibliographies aussi, et on en arrive à une liste de plus de 100 pesticides pertinents. Et donc il nous fallait après construire ces méthodes analytiques à la fois en chromatographie phase liquide et en chromatographie en phase gazeuse pour pouvoir détecter ces composés. On a évalué donc les performances associées à ces méthodes et on a des performances qui sont de l'ordre qui correspondent avec les contraintes environnementales, donc avec des performances inférieures pour la majorité à 10 picogrammes injectés. Donc on est plutôt fiers de ces performances. Et il nous fallait ensuite adapter ou évaluer aussi ces performances appliquées à nos outils. Donc je ne vous ai pas encore parlé des outils, les voici. 2 prototypes que nous avons pu tester. Donc d'un côté, nous avons des barreaux SBSE pour Stir Bar Extractive Solvent. C'est des techniques qui sont classiquement utilisées pour extraire les polluants d'échantillons aqueux, d'échantillons de type d'eau en fait. Et nous, on s'est dit qu'on pouvait aussi les adapter pour qu'ils accumulent passivement depuis l'air les pesticides. Et de l'autre côté, on a aussi fabriqué des tea bags. Donc en fait, ce sont des membranes dans lesquelles on a enfermé une phase adsorbante qui, elle aussi, aurait la capacité d'accumuler passivement les pesticides dans l'air de la ruche. On peut adapter donc ces différents prototypes puisque les pesticides vont se transférer sur ces outils suivant leurs propriétés physico-chimiques. Et donc nous, on peut aussi modifier les propriétés physico-chimiques de nos outils pour qu'elles correspondent à celles des pesticides que l'on souhaite analyser. On a ensuite monté donc ces échantillons, ces prototypes dans des cages à rennes, qui sont des outils que les apiculteurs ont l'habitude d'utiliser et qui vont facilement pouvoir être implantés dans les ruches. Et donc on a nommé notre outil APICH pour Atmospheric Passive Integrative Sampler in Hive. Donc là, je vous présente l'évaluation des performances qui est liée à ces outils, avec dans un premier point les taux de récupération, ce qui symbolise en fait notre capacité à extraire les polluants accumulés dans nos échantillonneurs. Donc là, on a évalué nos performances de taux de récupération avec une grande majorité de nos performances qui sont compris entre 70 et 130%, et on considère ces taux de récupération comme étant qualitatifs, comme étant performants pour extraire ces pesticides. Donc on est plutôt satisfait de nos récupérations. Et ensuite, on a aussi évalué la sensibilité de nos outils, donc qui correspond en fait à la capacité à détecter de faibles quantités de polluants dans nos outils. Et encore une fois, lorsqu'on extrapole ces limites de quantification avec les quantités de pesticides que l'on peut retrouver dans l'atmosphère, dans des zones agricoles ou ce genre de données, ce sont celles qui sont disponibles dans la ruche,
eh bien, on s'aperçoit qu'on est capable de détecter près de 80% de nos composés. Donc on est plutôt confiant aussi, là encore une fois, sur la capacité de nos outils à pouvoir détecter ces composés. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques tests que nous avons réalisés au préalable avant de déployer nos outils sur le terrain. Donc je vous ai ici mis 3 photos, avec la première qui est l'implantation des capteurs dans des nids d'osmies, la seconde qui est l'implantation des capteurs dans des ruches domestiques, et la troisième dans des colonies de bourdons. Donc on a fait ça avec l'ANSES de Sophia Antipolis, et on a pu du coup évaluer quelles étaient les contraintes apicoles liées à l'utilisation de nos outils, puisque les abeilles vont en général vouloir obstruer nos outils avec de la propolis, et donc on voulait évaluer principalement ça. On a vu qu'il y avait d'autres problématiques environnementales qui pouvaient en fait impacter nos outils, puisqu'il y a pu y avoir la présence de fourmis, ou alors même l'utilisation en fait d'acide formique qui pourrait modifier les propriétés physico-chimiques à la fois des pesticides qui y sont présents, mais à la fois aussi de nos outils. Il y a l'utilisation aussi forcément de la fumée pour ouvrir les ruches, pour manipuler les ruches, donc qui pourrait saturer en fait nos échantillonneurs passifs. Et enfin, l'utilisation de sucre pour nourrir les ruches lors des périodes de disette, ce que l'on voit de plus en plus même en été des fois, qui pourrait se liquéfier et donc venir enrober nos échantillonneurs et encore une fois empêcher les échantillonneurs passifs d'accumuler des polluants dans la ruche. Donc ce sont des contraintes apicoles avec lesquelles on doit composer et qu'on ne peut pas forcément contrôler. Donc on a des tests à faire pour s'assurer que la variabilité de nos échantillonneurs ne sera pas trop grande due à ces conditions non contrôlées. On a aussi fait une test en zone viticole. Donc là, on va dire avec l'utilisation de pesticides, on va dire, où on a exposé pendant 2 semaines nos outils à l'été 2020 dans une zone viticole qui utilise des pesticides pour savoir si justement les outils allaient être capables d'échantillonner dans l'atmosphère des pesticides. On a pu détecter 8 composés parmi ceux que l'on a recherchés, majoritairement des fongicides, ce qu'on peut expliquer par la période d'application de nos outils, puisqu'on était à l'été, et donc c'est majoritairement ces pesticides qui sont employés à cette période-là, et c'est aussi les fongicides qui sont employés en plus gros tonnage en France, donc on ne s'étonne pas trop de ces données. Donc je vous présente un petit peu plus en détail quels sont les pesticides qu'on a détectés, puisqu'on était un petit peu intéressé de voir le lindane, qui est un pesticide qui est interdit depuis 1998 en France et qu'on continue de détecter, y compris dans l'air, et qui a une toxicité qui est très forte pour les abeilles, à l'instar du chlorpyrifosméthyle, qui est aussi très toxique pour les abeilles, dont la toxicité va pouvoir varier suivant les espèces de pollinisateurs qu'on va aussi considérer. On a pu détecter le propiconazole aussi, qui est un fongicide systémique, donc qui va se retrouver dans toute la plante et donc pouvoir aussi après se retrouver dans le nectar et dans le pollen et donc peut-être impacter aussi les abeilles. Et puis voilà, le couple Captan-Folpel, qui est un fongicide à large spectre qui est très utilisé aussi sur les cultures d'arbres fruitiers. Donc voilà, c'est quelques informations sur ces pesticides. Donc maintenant, je vais vous présenter le projet de sciences citoyennes qui a lieu au sein du projet POCHB. Donc nous avons préparé près de 90 échantillonneurs au laboratoire à Bordeaux et nous les avons expédiés dans 5 pays européens où ce sont les apiculteurs eux-mêmes qui vont installer les outils dans leurs ruches suivant le protocole que nous leur avons confié. La période d'échantillonnage a donc eu lieu d'avril à fin août 2021 et nous avons reçu les échantillons en septembre à l'Université de Bordeaux. Et donc nous sommes en train d'analyser tous ces échantillons. Donc je ne vais pas pouvoir vous présenter de résultats malheureusement sur ce projet et on est tous très impatients de pouvoir voir les premiers résultats. Si vous voulez d'autres informations complémentaires, je vous recommande le site de POCHB
Ils ont notamment fait des vidéos, pas mal de vidéos sur l'utilisation de ces capteurs ou même sur d'autres projets de recherche qui ont lieu au sein du projet européen. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de POSH-B. Il y a des très bons documents dessus et il y a aussi les dernières recherches qui y sont présentées. Donc pour conclure, on a mis au point des méthodes multi-résidus qui permettent d'analyser et de détecter plus d'une centaine de pesticides qu'on a jugés environnementalement pertinents d'un point de vue santé de l'abeille et d'un point de vue environnemental. Ces outils, donc APICH, qui sont low-cost miniatures et qui seraient capables d'échantillonner des pesticides à la fois en usage et à la fois historiques dans l'atmosphère. Et on a mis au point un premier projet de science participative européenne d'échantillonnage de pesticides dans les ruches pour évaluer l'exposition des abeilles aux pesticides de la ruche. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont permis d'acquérir ces données, tous les apiculteurs au sein de l'Europe, l'ANSES aussi qui a pu m'aider dans mes travaux. Et je vous mets aussi la bibliographie sur laquelle je me suis basé pour cette présentation-là. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Thibaut. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en vois 2 au premier rang. Peut-être que le premier à avoir levé la main, c'est Richard. C'était quasiment en même temps. Oui, merci Thibaut pour cet exposé très clair. Ma question est sur le lindane. Oui. Tu as dit que tu as détecté le lindane sur les essais en région viticole. Les concentrations qui sont détectées sont, selon toi, compatibles à une rémanence du produit dans l'environnement ou bien à potentiellement une utilisation frauduleuse? Alors, on sait que le lindane est un produit qui est extrêmement stable et qui se dégrade très très peu. Donc ça, c'est une première information qu'on peut affirmer. Moi, je ne vais pas pouvoir affirmer qu'effectivement, il n'y a pas une utilisation qui serait illégale de ces pesticides, mais ça, je n'en sais rien. Mais voilà, on sait que c'est principalement un pesticide qui est extrêmement persistant dans l'environnement. Et si je me base sur la littérature, ce sont des concentrations qui sont inférieures à 1 picogramme par mètre cube. Donc ce sont des concentrations qui sont extrêmement faibles de lindane que l'on détecte, mais on a des méthodes qui sont très sensibles. Et donc c'est pour ça qu'on arrive encore à détecter ces très faibles quantités de lindane qui sont présentes. Mais voilà, le lindane est quand même un pesticide qui est quasiment détecté partout en France encore dans les matrices environnementales. Et donc vraiment, de par sa stabilité et le fait qu'il se dégrade très très peu, quoi. Merci. Gilles, je t'en prie. J'avais presque la même question, en fait. Je voulais savoir si on avait une idée de la demi-vie du lindane, mais vous avez partiellement répondu. En tout cas, la deuxième question que j'avais, c'était est-ce que votre système APICH, vous l'avez breveté pour en faire derrière une application commerciale? Parce qu'on voit bien que des systèmes d'échantillonneurs passifs des pesticides dans l'air, il y a plein d'autres applications que les ruches possibles. Et enfin, le principe et la multiplication des matrices est super intéressant pour tous les analystes, quel que soit le sujet qu'on veut aborder. Et puis une autre question, c'était quelles précautions vous avez pour le transport d'emballage de vos membranes, etc., pour éviter de récupérer tout un tas de molécules qui sont pas, enfin, qui ne sont pas celles auxquelles vous voulez, dont vous voulez mesurer l'exposition de la ruche. Voilà. Je vais commencer par la deuxième question. Donc on a mis en place avec Eleanor Attridge, qui travaille en Irlande, justement on a pas mal travaillé sur ce sujet de comment est-ce qu'on envoyait nos échantillonneurs. Donc déjà ils sont emballés individuellement dans de l'aluminium. Chaque paquet d'aluminium est ensuite placé dans un sachet plastique. Et chaque sachet de plastique est ensuite placé dans un transport réfrigéré avec des pains de glace pour s'assurer de la stabilité des échantillons, principalement au retour, puisque là, c'est pour éviter la dégradation des pesticides qui seraient présents dans nos choses. Mais voilà, donc on envoyait aux apiculteurs
tout ce petit package, qu'en plus on y avait mis donc un protocole qui était assez strict en fait. Donc la vidéo d'Eleanor Attridge qui est disponible sur PushBee montre bien justement cette expérimentation. Donc on recommande l'utilisation de porter une paire de gants, voire 2 paires de gants, auquel cas où on pourrait peut-être contaminer, parce qu'on est capable de détecter des très faibles quantités. Donc il faut vraiment éviter tout risque de contamination. Donc voilà, donc on est bien au fait de ces risques de contamination liés à l'utilisation de l'outil, d'autant plus dans un projet de sciences citoyennes où on n'a pas forcément affaire à des scientifiques qui auraient l'habitude de manipuler précautionneusement, on va dire, des échantillons. Après, pour avoir travaillé avec des apiculteurs, ils étaient justement extrêmement précautionneux, très précautionneux, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser ces outils-là. Donc on est plutôt confiant sur leur manière d'utiliser les outils. On a aussi envoyé des échantillonneurs blancs pour s'assurer qu'il n'y avait pas de contamination lors du trajet ou lors de l'exposition. Donc pour vous dire, un échantillonneur blanc, c'est quelque chose qui ne va pas être exposé dans les ruches, mais qu'on demandait aux apiculteurs d'ouvrir lors de leur utilisation. Donc c'est-à-dire que quand ils vont installer des échantillons dans les ruches, ils vont ouvrir l'échantillonneur blanc à côté, faire leur manipulation, puis refermer l'échantillonneur blanc, le stocker au frigo en attendant l'exposition. Et donc pour l'histoire du brevet, non, on n'a pas breveté cette solution. On est dans un projet européen, donc je pense qu'il y a possiblement déjà des choses qui sont des enjeux de sciences ouvertes à ce niveau-là. Et donc après, ça engage le laboratoire de Bordeaux et de l'ANSES de décider de breveter ces outils ou pas, et on n'en a pas du tout discuté pour l'instant. Voilà. Je vais prendre une question sur le chat et ensuite je reviendrai vers la salle. Merci Thibaut pour ta réponse. Est-ce que tu sais s'il existe des études sur la pollution industrielle Sur la pollution industrielle atmosphérique ? Oui. Ce serait ça ? Qui utiliserait à peu près le même process que ce que tu utilises. Alors il y a actuellement, c'est un peu les enjeux en chimie analytique de développer des outils passifs atmosphériques. Donc il y a pas mal de choses qui se font. Nous, on va dire qu'on est novateur dans le sens où on miniaturise ces outils-là, qui est quand même le plus compliqué, puisque moins on a de surface de collecte, moins on a de surface d'exposition aux quantités atmosphériques, plus c'est compliqué d'avoir des quantités détectables. Donc oui, il y a pas mal d'avancées en ce moment, ou de recherches en ce moment, sur l'échantillonnage passif atmosphérique. En milieu industriel, ça existe, notamment... j'ai en tête des études sur l'exposition des travailleurs en milieu industriel, où justement on leur donnait des échantillonneurs passifs qu'ils portaient autour du cou pour vérifier s'ils n'étaient pas justement exposés à des résidus industriels ou à d'autres substances, etc. Donc oui, il y a pas mal de travaux qui se font actuellement dans ce domaine. Il y a aussi une autre qui... visait à suspendre un drone et à faire voler un drone dans l'air avec un échantillonneur passif, voilà, pour échantillonner une autre couche de l'air que celle que l'on peut, nous, on va dire, au ras du sol. Et la difficulté étant pour vous de miniaturiser, comme tu le disais. Et d'avoir quelque chose de représentatif, parce que c'est le problème de l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas extrapoler une donnée qu'on a acquise à un moment T, à un endroit précis, à des données globales, puisque c'est principalement le problème lors d'épisodes de contamination, ce serait de les louper parce qu'on n'échantillonne pas au bon moment. Et donc là, l'échantillonnage passif, d'un point de vue temporel, présente l'avantage de ne pas louper, on va dire, ces épisodes de contamination. Merci. Je vais prendre ta question, Noah. Oui, merci. C'est vraiment excitant, ces recherches. Moi, j'ai 2 questions. Une, c'est si vous avez mesuré les transferts entre le pesticide que vous trouvez dans les sachets, si on peut dire, et les autres matrices. Enfin, disons, ça donnerait une idée de s'il y a des transferts entre les pesticides, entre l'air et le pollen ou la cire ou le miel. Ça, c'est une question. Et l'autre question, c'est si vous avez comparé l'efficacité de vos 2 dispositifs.
Et avec les sapistrips qui ont été développés, je ne sais pas si tu connais, dans les projets Insignia, ou dans les matrices apicoles typiques, type pollen ou cire. Voilà. Alors, donc, on n'a pas encore comparé nos outils avec ceux d'Insignia, qui est un projet que je suis avec grande attention, car ils sont un petit peu dans la même dynamique temporelle que nous. Ils font aussi un projet de participatif citoyen, et ils ont l'air d'avoir des travaux qui sont très intéressants. Ils n'ont pas du tout opté pour la même technique que nous. Donc, ça fait partie des choses qu'on va sans doute essayer de vérifier in fine, de comparer quels sont nos outils. Alors encore une fois, de mémoire, la liste des pesticides d'Insignia est de l'ordre de 300 molécules, mais ne recoupe pas forcément les mêmes que les nôtres. Donc ce sera compliqué peut-être de comparer nos outils en fonction des pesticides qui sont récoltés dans leurs outils, puisque si ce n'est pas les mêmes, on ne pourra pas vraiment... voilà. Les domaines d'exposition d'Insignia ne sont pas non plus les mêmes que les nôtres. Donc en termes de réglementation, ce ne sont pas forcément les mêmes pesticides qui sont en usage. Donc voilà, donc, il y a effectivement un travail très intéressant de comparaison de nos données qu'on n'a pas encore entrepris, d'autant plus que leurs outils sont encore en cours de développement, comme les nôtres le sont encore. Donc on a encore pas mal de travaux à effectuer là-dessus. Et vous pouvez répéter votre première question, je suis désolé. Oui, enfin, c'était aussi avec les matrices typiques. Et après, c'était le transfert entre air et matrice. Ouais. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure, qui est du transfert à la fois de l'eau qui est stockée, à la fois du miel qui est stocké, de la cire, qu'on sait qu'est un réservoir de contaminants hydrophobes, principalement. Donc il y a les travaux de Tremolada, de mémoire, qui a modélisé une quantité d'air qui va circuler à l'intérieur de la ruche, et justement qui s'est intéressé au transfert de ces contaminants à travers les différents contaminants d'un point de vue modèle. Donc bien sûr, c'est en cela en plus que l'on se pose la question si la ruche ne peut pas être en fait aussi un réservoir de contaminants et de transfert, et vraiment quelque chose de vivant d'un point de vue chimique, quoi, et donc pas forcément seulement se contaminer avec les abeilles qui sortent pour récolter la nourriture, mais aussi celles qui y vivent, les larves qui y vivent, à travers un transfert du couvain, etc., et donc à travers un transfert vers l'air aussi. C'est possible. Merci beaucoup Thibaut. On va devoir passer à la présentation suivante. Merci encore. Donc on va écouter maintenant Minh Nguyen qui est en ligne. Donc on va voir la connexion. Donc Minh a fait un stage à l'ANSES pendant 6 mois et elle va vous présenter ses travaux qui ont été également effectués dans le cadre de ce projet H2020 POSHBI. Donc Minh, je vois que tu es arrivée. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous me recevez bien? Oui, très bien. Super, merci. Oui, comme Marie-Pierre va présenter, ce sera avec plaisir que je vous présente aujourd'hui le travail que j'ai effectué au sein d'une collaboration entre le laboratoire santé animale, le laboratoire Ploufragan et le laboratoire Sophia Antipolis de l'ANSES. Et comme vous voyez, avec le nom de certains de mes collègues qui sont tous présents ici à distance ou en physique, nous avons travaillé sur l'exposition des abeilles aux agents infectieux et parasitaires, les AIP, pour développer des indices statistiques de synthèse pour caractériser les colonies en Europe. Donc, pour situer un petit peu le contexte, ce travail a été porté sur l'étude des facteurs de risque à la santé des abeilles. Donc, plus précisément, on sait qu'il existe de nombreux facteurs de risque à la santé des abeilles. Ils sont de différentes natures, quelle que soit la nature biologique, chimique. Ils sont aussi de type nutritionnel, comportementaux, et aussi certains facteurs sont d'ordre météorologique et climatique. Ces différents facteurs de risque sont nombreux et surtout, ils sont toujours en interaction les uns avec les autres, ce qui crée un phénomène très complexe à étudier. C'est donc un des objectifs du projet POSHBI, le même projet sur lequel a travaillé Thibaut Péloquin, qui est un projet européen sur 5 ans qui vise à étudier justement l'impact des différents facteurs de stress sur la santé des 3 espèces de pollinisateurs. Il s'agit des abeilles mellifères, des bourdons et des osmies.
Donc, nous sommes concentrés uniquement sur 3 facteurs de stress, qui sont les 3 grands facteurs de stress dans ce projet, qui sont le stress biologique avec la présence des AIP, le stress chimique avec la présence des pesticides et le stress nutritionnel, qui porte sur la qualité du pain d'abeille. Plus précisément, dans cette présentation, je vais uniquement me concentrer sur les stress biologiques, comme les résultats sont déjà disponibles pour vous présenter. Donc, le projet POSHBI a collecté énormément d'informations et des données qui sont très riches et nombreuses, d'où est née la nécessité, justement, le besoin de développer des indices de synthèse pour rendre compte de ces différents facteurs de stress. Donc, pour vous illustrer un petit peu la richesse de nos données, on avait 8 pays qui participent à la collecte des données dans ce projet, comme vous voyez ici. Et à partir de chacun de ces pays, on a installé des sites de collecte de données sur 2 types de cultures. Donc 8 sites sur la culture de pommes et 8 sites sur la culture de colza. Et à l'intérieur de chacun de ces sites, on a installé des ruches, des colonies et des nids de nos 3 espèces de pollinisateurs afin de prélever différentes matrices de données. Que ce soit sur les butineuses, dans le pain d'abeille, dans le nectar, le cire, etc. Et donc, sur chacun de ces matrices-là, on a prélevé un certain nombre d'échantillons de données afin de les analyser pour identifier et détecter la présence des pesticides et des AIP. Et on fait ainsi pour nos 3 pollinisateurs. Donc, vous voyez qu'on avait énormément d'informations et ils sont tous très riches et de différentes natures. Donc, pour rappeler, notre objectif dans ce projet, c'est de regarder, aux côtés des stress biologiques, la présence conjointement des virus, des bactéries et des parasites, afin de répondre à la question quel est le pattern d'exposition et de risque le plus commun à tous ces agents parasitaires et infectieux, et commun à tous les sites qui participent à notre étude. Donc, l'idée, ce serait d'exprimer ce facteur de stress avec un indice d'exposition qui rende compte de l'état de santé à un point T, de nos pollinisateurs, et aussi avec un indice de risque qui permet de rendre compte de cet état de santé au vu d'un certain seuil critique. Donc, je m'explique. Pour le concept de risque, l'idée est que, avec l'indice d'exposition, on va utiliser les données brutes, qui soient la charge en pathogène, qu'on puisse détecter dans les différentes matrices. Et l'indice de risque, lui, va utiliser les données interprétées qui rendent compte à la fois de l'exposition, c'est-à-dire la charge en pathogène, mais aussi le danger que cela représente. C'est-à-dire, on a déterminé statistiquement un seuil critique à partir duquel la distribution de la charge en pathogène sera divisée en 2 populations, une de charge faible et une de charge élevée. Donc, la relation entre l'exposition et le risque est celle que vous voyez dans cette illustration. L'exposition, qui est une charge quantitative, peut être non détectable ou détectable. Et au moment où elle est détectée, on va pouvoir regarder sa distribution pour identifier un seuil critique, ainsi qu'en ajoutant quelques incertitudes de mesure, on va pouvoir identifier les bornes qui gravitent autour de ce seuil. Et à partir de là, on va pouvoir créer des catégories de risques en fonction de la charge détectée. Donc, si la charge n'est pas détectable, le risque est nul. Si elle est détectable mais inférieure à la borne inférieure du seuil, le risque est considéré comme faible. Entre les 2 bornes inférieures et supérieures, le risque est considéré comme alarmant. Et au-delà du seuil supérieur, le risque est considéré comme critique. Donc, habituellement, ce qu'on faisait, ce serait une manière à faire, ce serait de regarder séparément pour chaque groupe ou pour chaque type d'agent infectieux et parasitaire, quelle est l'exposition et quel est le niveau de risque. Or, ce n'est pas le but qu'on a ici, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment regarder conjointement l'ensemble de la présence de l'ensemble de toutes les AIP sur l'ensemble de nos sites pour identifier justement, encore une fois, le pattern le plus commun. Une analogie peut-être qui va vous parler davantage, ce serait comme si on va regarder sur tous les sites, on va prélever toutes les matrices, tous les courtelles de pesticides qu'on peut avoir
Et donc, cela représente un mélange, ça peut être un mélange de différentes molécules, d'insecticides, de fongicides, d'herbicides, et qu'on se demande justement quel est le pattern d'exposition et le risque le plus commun à toutes ces molécules de pesticides. Dans ce cas-là, notre indice d'exposition racontera l'histoire de la concentration qui se trouve dans les matrices, alors que l'indice de risque va traduire le rapport entre cette concentration et la dose d'état de médiane. Donc, on voulait faire la même chose ici, mais avec les agents pathogènes, et on le fait pour chacun de nos pollinisateurs. Pour la suite, je vais vous présenter uniquement les résultats qu'on a obtenus avec les abeilles mellifères, puisque c'est avec elles qu'on avait le plus de données. Donc, une petite parenthèse sur la méthode statistique qui a été utilisée. On avait une base de données qui ressemble à ceci. Donc, vous avez par ligne nos 128 sites et par colonne, on avait nos 11 agents pathogènes avec 6 virus, 2 bactéries et 3 parasites. Aussi, on avait des variables descriptives comme le pays ou le type de culture qui va nous permettre de mieux interpréter nos indices. Et donc, les données qui se retrouvent dans nos tables de données, ce serait soit une charge quantitative, soit une catégorie de risque, 0, 1, 2, 3, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, on va utiliser des méthodes factorielles, comme la CP, la CM, la FM ou la classification, qui existent déjà dans la littérature, mais qui ne sont pas encore adoptées, utilisées, appliquées pour les données des abeilles, pour identifier les facteurs communs décrivant au mieux l'exposition et le risque de ces 11 agents pathogènes. Et donc, ces facteurs communs, c'est notre indice de synthèse. Donc, un aperçu sur les résultats qu'on avait obtenus avec les abeilles mellifères. On a identifié 4 classes qui traduisent notre indice d'exposition. Donc, ces 4 classes caractérisées par des charges plus ou moins importantes que la moyenne de la prévalence de certaines AIP. Je m'explique. On a identifié ces 4 classes-là et par agent pathogène, on va pouvoir identifier, par exemple, pour la première classe, il y a significativement une prévalence, une charge moins importante de ces 4 agents pathogènes, donc ces 2 virus, le SPRE qui est un virus et le parasite Nosema ceranae, qui sont significativement moins importants que l'ensemble des sites. Donc, tous les sites qui se trouvent dans cette classe ont cette caractéristique. Et on peut faire la même interprétation pour les autres classes. Avec le plus, ça veut dire que la charge serait significativement plus importante pour les sites qui se trouvent dans cette classe sur ces AIP que l'ensemble des sites. On peut faire la même chose pour l'indice de risque et on a identifié justement 3 classes ou 3 catégories de classes qui sont caractérisées par des risques nuls à faibles, ici en couleur verte, alarmants ou critiques. Et vous voyez qu'il y a un parallèle justement entre l'indice d'exposition et l'indice de risque. On retrouve les mêmes sites qui se retrouvent dans la première classe de risque ici que dans les 2 premières classes d'exposition ici. Ça veut dire que ces mêmes sites-là expriment un risque critique avec la présence des WVA et des WVB, les virus qui sont transmis par le varroa. Et ils sont également caractérisés par un risque nul à faible de CPBV, le virus de paralysie chronique, du Nosema ceranae et aussi de SBV, par exemple. Donc, quelque chose qu'on a remarqué ici, c'est qu'il y a un parallèle entre les classes qu'on a pu identifier avec l'exposition et le risque. On retrouve les mêmes sites dans ces classes-là. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que vous allez voir que une charge élevée ne se traduit pas toujours par un risque important, malgré ce parallèle. Par exemple, il sera le cas ici pour le virus de paralysie aiguë. Une autre chose qu'on a pu remarquer avec ce résultat, c'est que on observe une prévalence et un risque plus récurrent des pathologies chroniques. Vous voyez ici, par exemple, pour le virus de paralysie chronique,
ou les virus transmis par le varroa. Ils sont plus récurrents, ils sont plus prévalents et ils expriment des risques plus importants. D'autre manière, une autre façon de dire, c'est qu'ils créent plus de dégâts pour nos colonies, pour nos pollinisateurs, que les pathologies aiguës, par exemple, comme l'APPV, qui créent des dégâts importants, mais qui sont beaucoup moins prévalents. Donc, quel est l'impact sur le terrain de ce travail? On va reprendre, par exemple, le risque, qui sont plus colorés et donc plus faciles à visualiser. Imaginons que sur notre terrain, on a pu réaliser cette étude grâce à la participation de Harry de la Grande-Bretagne, Willem de l'Allemagne et Antonio de l'Italie. Et donc, grâce à cet indice, on va pouvoir remonter les informations jusqu'aux apiculteurs et on va pouvoir identifier dans quelle classe se retrouve leur site. Par exemple, pour le cas de Harry, vous avez compris, il va devoir être plus vigilant à la présence des virus qui sont transmis par le varroa, qui posent des risques importants pour ces ruches. Pour Willem, il devrait faire attention au virus de paralysie chronique, le virus de SBV et le parasite Nosema ceranae. Alors qu'Antonio, il va devoir faire plus attention à Nosema ceranae et BQCV, et aussi d'autres variables, d'autres AIP qui sont aussi présents, mais qui représentent un risque un peu moins important. Donc, pour conclure, nous avons travaillé sur un indice statistique qui permet d'identifier des classes d'exposition et de risque qui caractérisent en fait les profils de santé de nos différents sites de participants dans notre étude, dans notre projet POSHBI. On a fait ce travail sur les abeilles mellifères, sur le bourdon et les osmies aussi, même si les données et les pathogènes détectés sur ces deux dernières espèces sont beaucoup moins importants. Ce travail se trouve pertinent dans un contexte où on a des opportunités croissantes de recueillir des données très riches, telles que dans le projet One Health, ou encore c'est le cas avec les ruches connectées, qui va nous informer de plus en plus, de manière plus intense, les activités des pollinisateurs, les quantités de données beaucoup plus conséquentes. Et le fait de développer ces indices, grâce aux méthodes statistiques avancées, va nous apporter plusieurs utilités, tant sur le plan scientifique que sur le terrain. Cela contribue à créer une nouvelle méthode pour synthétiser les données. Ce travail permet aussi d'identifier les facteurs communs de risque qui va ensuite être appliqué pour expliquer par exemple la santé des colonies ou la mortalité des colonies par ces facteurs de synthèse. Cela offre aussi une interprétation, comme vous avez vu, très synthétique, mais toutefois non simplifiée, parce que ça reste enrichi et nuancé. On voit justement différentes nuances dans les différentes classes. Et enfin, cela permet également d'élaborer des guides ou des recommandations de bonnes pratiques auprès des apiculteurs ou élaborées par les décideurs politiques. Donc, cela ouvre beaucoup de discussions, j'imagine, parce que ça a passé très vite et c'est très condensé, le travail de 6 mois en 10 minutes de présentation. Mais je suis présent pour votre question et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Mine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Apparemment, c'est très clair, je n'en vois pas sur Internet. Je pense que j'ai les données qu'il faut. Alors moi, j'aurais une petite question par rapport au nombre de données qu'il te faut pour avoir une étude statistique fiable. Parce que là, ça a été fait sur un nombre de données assez conséquent et tu parlais peut-être d'études... On pouvait le faire sur des études beaucoup plus importantes, One Health, etc. Et pour avoir quelque chose de statistiquement fiable et robuste, sur combien de sites, par exemple, ou combien de données statistiques tu as besoin pour avoir quelque chose de fiable dans tes résultats? Alors, on va dire que, en fait, l'avantage des méthodes... Vous m'entendez, pardon? Oui, on t'entend bien. Oui, vas-y. D'accord. Merci. Oui, en fait, l'avantage de ces méthodes que j'ai utilisées, c'est que ce sont les méthodes exploratoires
Et donc, ce ne sont pas des tests statistiques qui demandent beaucoup de restrictions en termes de puissance ou en termes de taille d'échantillon, par exemple. Ce sont les méthodes qui servent vraiment à rencontre et à comprendre la base de données qui sont très riches. Et donc, par exemple, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé toutes les lignes, regardé toutes les colonnes de notre base de données et en ressortir quelque chose de synthétique. Donc, c'est ça l'avantage des méthodes factorielles. On n'avait pas vraiment besoin d'un nombre important de données, mais ça peut traiter très bien les très grandes bases de données. Par exemple, pour notre travail sur les AIP, comme vous pouvez savoir, ici, on n'avait que 11 agents pathogènes. Donc ça, c'est vraiment un nombre très peu de facteurs à expliquer, on va dire. Alors que appliquer ça aux pesticides, on peut s'attendre à 300, 500, à des centaines et des milliers de molécules. Donc, la méthode fonctionne aussi bien sur l'un que sur l'autre, mais bien entendu, moins on a de facteurs à synthétiser, moins l'information moins la méthode, elle sera vraiment va apporter beaucoup de plus-valeur. C'est plutôt ça. Mais de toute façon, dans les deux cas, la méthode fonctionne et on pourra en ressortir quelque chose de synthétique et intéressant. D'accord, merci beaucoup. Là que ça a répondu à la question. Oui, très bien, merci. On a une question sur le chat. Quelqu'un qui s'intéresse à savoir pourquoi il y a moins d'agents pathogènes détectés chez les bourdons et les osmies, ce que tu disais dans ta présentation. Est-ce parce qu'ils sont moins sensibles à ces agents pathogènes ou est-ce le système d'élevage des abeilles mellifères qui les rend plus sensibles à ces mêmes agents pathogènes? Pour cela, sur le côté biologique, je pense que je vais laisser la parole plutôt à mon collègue Éric Dubois, qui est virologue et il sera plus spécialisé que moi sur cette question. Une autre chose que j'ai pu regarder en termes de données, c'est que la limite de détection peut-être n'est pas, on a utilisé la même méthode justement pour les bourdons et les osmies et on a trouvé moins d'agents pathogènes sur les bourdons et les osmies. Donc peut-être que une des explications que je pourrais avoir, ce serait que c'est pas les mêmes pathogènes cibles. Par exemple, on a regardé les mêmes pathogènes pour tous les 3 espèces. Or, il y a bien, vous avez compris, certaines pathologies seront plus prépondérantes chez certaines espèces et inversement. Par exemple, Nosema bombi, c'est normal qu'on ne le retrouve pas chez les abeilles mellifères ou très peu. Et inversement, Nosema serranei ou Nosema apis seront beaucoup moins prélevés chez les bombus. Parce que c'est pas les hautes cibles. Mais je pense qu'il y a d'autres explications. Donc je vais essayer de me transformer en Éric, enfin sans pouvoir vraiment être Éric, qui est en ligne et qui a bien entendu ton offre de réponse, mais malheureusement, techniquement, enfin il est en ligne, il suit la journée, mais il n'est pas en ligne vraiment, il ne peut pas répondre. Ce que je peux dire par rapport aux parasites qui ravagent les abeilles mellifères, notre travail à nous, c'était de les détecter et de les quantifier dans les bourdons et dans les osmies. Ce qu'on a fait. L'étape d'après, c'est de voir s'ils ont un impact sur la biologie de ces espèces, de ces pollinisateurs sauvages. Et ça, on aura un aperçu avec l'impact qu'ils ont sur les traits biologiques de ces espèces. On a ces données au sein du consortium. Il faut les agréger et voir si effectivement, quand on détecte et on quantifie les parasites des abeilles mellifères, on a un impact sur les populations de ces deux pollinisateurs sauvages. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le travail de mine, il faut le replacer dans un contexte plus grand au sein de POCHB, où à la fin du consortium du projet, l'idée c'est de mettre toutes les données dans un modèle statistique pour essayer de trouver et d'expliquer les mortalités des colonies des abeilles et le développement ou non des colonies et des nids de bombus et d'osmia. Pour ça, on a 2 méthodes. On a les méthodes qu'on va dire classiques des équations,
Et les indices ont été développés pour être appliqués dans ces équations. Ça va être fait au niveau du consortium. Et on a des méthodes statistiques un peu plus novatrices qui sont particulièrement développées à l'ANSES de Ploufragan, avec le laboratoire avec lequel on collabore, Stéphanie Boujard. Et ça, c'est un travail qui sera mené en dehors de POSHBI, parce qu'il sera mené un peu plus un peu plus tard dans le temps, mais qui visera à essayer de hiérarchiser les causes, puisque là, on a un jeu de données très complet sur plusieurs espèces d'abeilles, avec l'exposition aux pesticides, aux pathogènes, l'effet de la nutrition et l'impact sur les populations. Donc on a un jeu de données très complet qu'on va pouvoir exploiter statistiquement, mais ça demande évidemment du temps et des gens pour le faire. Voilà. Merci, vas-y Axel. Vous êtes très optimiste, c'est très très bien, bravo. C'est quand même des analyses qui ont quand même été tentées. Si on retrouve pas dans la littérature, c'est que parfois ces analyses ont été tentées et on arrive à des impasses. Voilà, il y a certaines impasses comme les événements de santé, parce que ça fonctionne quand on a un investissement sur l'observation des colonies assez fin pour être certain de capter tous les événements de santé, déjà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que des fois, là vous avez montré sur les pathogènes, ça se complique quand même beaucoup avec les pesticides, vous l'avez bien évoqué. Voilà, les pesticides, vous l'avez dit, hein, on se retrouve avec une multitude de pesticides, donc des fois on est obligé de faire des catégorisations par famille, et du coup on dégrade un peu notre analyse. Et puis il y a aussi beaucoup de facteurs confondants dans ce genre de choses, sur les corrélations. Donc voilà, j'espère que vous avez un jeu de données qui est meilleur que les autres, où il y a eu ce genre de corrélations qui ont été recherchées et qui finalement parfois sont assez frustrantes, quoi. Si je puis me permettre, je pense qu'ici on n'est pas vraiment dans la recherche de corrélation. En fait, ce qui était tenté de faire ici avec les méthodes factorielles, c'est qu'on regarde vraiment en fait l'expression de chacun de nos agents pathogènes. Et donc ce serait la même chose pour les pesticides. C'est l'expression de chacune des molécules en fait dans la base de données. Et donc à partir c'est comme si on a fait une lecture vraiment détaillée de chacun de ces éléments-là et en tirer une synthèse pour savoir lesquels contribuent le plus à nos facteurs qui sont communs à tous les molécules, à tous les agents pathogènes. C'est pour ça que vous avez évoqué justement la question de catégorie. C'est très intéressant parce que justement avec les méthodes statistiques dont a abordé Marie-Pierre dans un projet annexe à POSHBI, justement, ce sont des méthodes multiblocs, c'est-à-dire qui permettra justement d'identifier les blocs de molécules ou d'agents pathogènes qui sont de même famille, par exemple, et d'en prendre en compte également cette similitude, en fait, ces similarités entre ces différents éléments-là au sein d'une même famille, et tout en regardant la particularité de chacune de ces familles-là dans la contribution pour identifier les facteurs communs à tous les molécules. Je ne sais pas si c'était plus clair et le but qu'on a voulu faire et pourquoi on est parti sur ces méthodes-là. Bien entendu, on a hâte aussi de voir les résultats pour les pesticides. Merci Mine.